propose de démarrer, au fait, doucement. Je vais me permettre effectivement de faire l'introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, Laurent David, je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Gagner l'accord du CFO, la méthode financière adaptée à l'agilité, animée par Klaus Hirschman, cofondateur de Software for Business Case and Lean Portfolio Management. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Pour poser vos questions, donc merci d'utiliser la section Q&R de l'outil Zoom. Nous aurons donc une présentation d'environ 30-35 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez posées, que je reprendrai à l'oral. Donc, avant de passer la parole à Klaus, nous remercions donc les sponsors Gold, Michelin, Valence, MBCS, ZenValue, ainsi que le PMI France, qui permettent l'existence de ces deux journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Klaus, qui nous a fait l'honneur de remplacer Fabrice, qui a eu un désistement en fait à gérer. Merci beaucoup, Klaus. Mais merci Laurent et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de partager avec vous ma passion qui concerne la finance pour la vérité. Et voilà, le sujet de Piaf cette année, c'est dépasser les oppositions à la vérité. Et effectivement, quand on s'intéresse à gagner l'accord du CFO pour son initiative agile, on peut effectivement souvent percevoir qu'il y a une déconnexion entre les méthodes financières appliquées à décider sur l'investissement, d'une part, et la méthode agile, parce que justement, il y a pas les mêmes descriptions de ce qui va se passer. Donc, ce que je souhaiterais vous présenter donc aujourd'hui, c'est de quelle manière on dépasse cette opposition justement grâce au fait qu'il existe aujourd'hui une méthode parfaitement adaptée à l'agilité. Alors allons-y, merci encore pour les sponsors, comme disait Laurent, et pour me présenter brièvement, je suis cofondateur de Strategic Finance SAS. Nous sommes créateurs de software pour des Lean Business Cases and Lean Portfolio Management, avec l'idée de vraiment faire profiter tout le monde de la puissance d'un rationnel financier pour l'innovation et pour l'agilité. Et il se trouve qu'en particulier, je travaille aussi très étroitement en partenariat avec SAFE et je suis en effet aussi contributeur au Scaled Agile Framework. Euh, j'ai coécrit un article que vous pouvez trouver sur Scaled Agile dans la section Community Contributions. Tout ça vient de ma passion, qui est à l'intersection entre la stratégie, l'innovation et la finance. J'ai travaillé pendant 25 ans professionnellement dans ces rôles et responsabilités. Et en même temps, j'ai aussi le plaisir d'enseigner la stratégie et la finance à l'EDEC Nice et HEC Paris. Donc, je voudrais bien commencer avec les bénéfices que ce qu'on va discuter aujourd'hui apporte. Et apporte aux deux côtés, aux côtés des décideurs financiers, donc au CFO, aux responsables du Project Management Office ou du Value Management Office, comme on dit dans SAFE, au CEO, etc. Et donc, les bénéfices pour ces décideurs financiers consistent en fait dans une augmentation de valeur et des risques diminués. Et ça provient tout simplement du fait que, d'abord, on obtient une rapidité. Puisque la méthode est adaptée à l'agilité, on n'est plus bloqué, on devient fluide, on devient rapide. Et cette rapidité nous permet d'éviter des coûts de non-décision, d'attendre d'avoir un délai et d'avoir un burn rate tout de même et on ne sait pas quoi faire, hein. Et en même temps, très important, time to market, hein. On sait ça, c'est que pour l'innovation, euh, si on a vraiment quelque chose de nouveau, être le premier sur le marché est très déterminant. Nous savons ça. Tout en général, il s'agit de savoir saisir des opportunités business telles qu'elles se présentent, ne pas être contraint d'attendre, de justifier, de réfléchir, d'attendre le cycle budgétaire pour finalement peut-être pouvoir s'y lancer. D'ailleurs, SAFE appelle ça des BAVS, des Business Agility Value Streams. Et aussi,
dans le registre de valeur, il y a cet aspect d'efficacité qui provient d'une focalisation. On est pour chaque initiative agile à même à la piloter. Et quand je dis piloter, il s'agit d'abord, dans un premier temps, de faire des lean business cases qui nous disent oui, j'ai envie d'y aller ou pas, donc d'accepter ou pas. Et il y a une particularité là-dedans qui consiste dans le fait qu'on accompagne le projet continuellement avec de la pilotage. Donc, c'est pas au départ, j'accepte ou pas, et ensuite, voilà, on laisse l'initiative vivre sa vie, mais non, on l'accompagne, on regarde continuellement, régulièrement, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que je vais réorienter? Ensuite, pour les pilotages, ce qui est aussi important, c'est que une fois que j'ai accepté le projet ou le site de continuer, je peux chaque fois me poser la question, mais est-ce que je veux vraiment le financer? Donc là, on voit un aspect de portefeuille, parce qu'on a typiquement beaucoup plus d'initiatives, d'innovation que du budget. Donc, il faut prioriser, pardon. Les spécialistes de SAFE parmi vous savent que ce qui est préconisé par SAFE, c'est le WSJF, le Rated Shortest Job First, et justement, c'est un critère de priorisation d'attribution du budget, de l'enveloppe budgétaire. Euh, et donc, on peut désormais calculer WSJF véritablement financièrement. Et l'instant budgétisé, on est capable de de dimensionner le budget d'innovation à son juste niveau, au niveau d'intensité adéquate. C'est très important parce que souvent, l'innovation souffre justement d'un manque de financement au cours de son progrès. Et évidemment, si on a ce financement, on peut aller au bout et vraiment créer la valeur. Donc voilà les avantages principaux pour les décideurs financiers, pour les CFO, pour les CEO, pour les VMO, etc. Mais il y a deux côtés, il y a deux faces. Il y a bien sûr aussi le côté des innovateurs, des initiateurs d'initiatives agiles. Et vous voyez, il y a un cœur entre les deux mondes, à gauche finance, à droite le monde d'innovation. Euh, euh, Ce que je vais vous présenter fait un pont entre les deux mondes. On décrit justement, les innovateurs expriment justement librement leur initiative agile. Et ça passe d'abord par librement exprimer le plein potentiel, le rêve. On a envie d'innover parce que justement, on perçoit que si tout se passe bien, eh ben, ça va être fantastique, hein. C'est attractif. Donc, on est capable d'exprimer ça. Deuxièmement, on exprime aussi qu'on est incertain. C'est un rêve, c'est un plein potentiel. Est-ce qu'on va arriver? Peut-être, mais peut-être pas. On est incertain. Donc, très important d'être capable d'exprimer cette incertitude. Pour gérer cette incertitude, bien sûr, on va choisir une approche lean agile, comme par exemple SAFe. Et le fait que les innovateurs peuvent exprimer ces propriétés de leur initiative est bien sûr important pour que on traite cette idée au juste titre, on la apprécie au juste titre au niveau financier et que en même temps les innovateurs ne sont pas amenés à se surcommettre. Très important. Voilà, voilà. Avec ça en tête, nous pouvons maintenant explorer un peu comment se passe en fait ce processus de gagner l'accord du CFO et en fait ce que le CFO ou d'autres décideurs financiers posent comme question, c'est bon, merci pour votre proposition d'initiative, mais démontrez, s'il vous plaît, la création de valeur attendue. La création de valeur attendue. C'est ça les critères d'acceptation. On fait une évaluation en fait de l'initiative. Et c'est là où il faut être très structuré. Il faut bien savoir dans quelle situation on se trouve pour appliquer d'une manière cohérente les méthodes qui sont pertinentes pour ces situations. Si nous sommes dans une situation d'exploitation, c'est-à-dire c'est une business qui est bien établie, imaginons il s'agit de Renault qui projette
de mettre une nouvelle la version N+1 de la Clio sur le marché. C'est un projet qui est assez, voilà, qui justement s'inscrit dans un cadre business as usual. Ce que ça suggère, c'est que les risques sont faibles, le projet est assez prédictible, et puisque c'est prédictible, il est parfaitement cohérent de les gérer en mode waterfall et pas en mode agile. Et il est parfaitement cohérent de calculer la création de valeur attendue avec la fameuse Net Present Value, la NPV. En français, on dit la valeur actuelle nette. Et pour rappel, ce que fait cette Net Present Value, cette appréciation de la création de valeur attendue, c'est en fait de regarder les return on investment, donc, que j'ai montré ici, les return on investment. Eh ben, ils auront lieu lorsque préalablement j'aurai justement investi. Ce qui est montré dans ces blocs bleus ici, chaque bloc bleu a un chiffre attaché qui est le niveau d'investissement. Cet bloc a aussi une durée, donc vous voyez ici, il y a une indication de temps. Et donc, une fois qu'on a effectué tous les investissements, ici en bleu, eh ben, notre projet est terminé et on opère, on vend ce qu'on a développé et produit et on obtient des return on investment. Et donc, cette question de création de valeur attendue s'intéresse à quel est le retour qu'on vénère suite aux investissements, donc retour sur investissement moins investissement, mais ça n'arrête pas là. On enlève aussi le time value of money, parce que lorsque je reçois un retour d'investissement dans quelques années, il y a valeur du temps à prendre en compte. Vous connaissez ce concept avec votre compte bancaire où il y a des intérêts qui s'appliquent. Et encore, il y a un autre aspect très important, il y a un risk premium, une prime au risque qui est payée en fait aux investisseurs. Cette linéarité que vous voyez ici en haut, cette structure linéaire, elle suggère que l'avenir est prédictible et cette linéarité est juste reflet de ça. Mais en fait, non, on n'est pas tout à fait certain. En fait, le risk premium s'applique pour compenser le fait que finalement, les retours sur investissement ont des valeurs qui peuvent varier plus ou moins. On n'est pas trop certain. Donc, lors de ce calcul de la net present value, de la VAN, il y a tout à fait un aspect d'incertitude, mais cet aspect est représenté par le risk premium, donc implicitement. D'ailleurs, ces deux composantes que vous voyez ici, ils sont, pour les spécialistes du calcul de la net present value, ça c'est en fait réalisé dans les calculs par l'actualisation. Par l'actualisation, en anglais, discounting. Donc, une fois qu'on a fait ces calculs, on a donc une appréciation de la création de valeur attendue. Et lorsque la création de valeur est positive, ça indique que si j'investis, je vais avoir dans l'avenir un retour sur investissement qui est tellement fort que ça va dépasser, ça va me rembourser l'investissement, ça va me payer le time value of money et ça va compenser les investisseurs pour les risques qu'ils ont pris. Et si malgré tout ça, les retours est encore plus fort, il y a un excès de retour sur investissement, si vous voulez, on peut conclure que oui, c'est intéressant d'investir et l'engagement est sur l'investissement entier. Sur l'investissement entier. Et c'est très cohérent, tout simplement parce que voilà, nous sommes ici dans un monde assez prédictible. Voilà ce qu'il faut garder en mémoire. Voilà comment fonctionne en fait aujourd'hui les CFO ou d'autres décideurs financiers. Maintenant, tout ça, c'est très cohérent et très bien dès lors qu'on est dans une phase d'exploitation où, effectivement, les niveaux de risque sont faibles et donc, voilà, tout ça est justifié. Et si nous sommes dans un cycle de vie autre, dans l'exploration, on fait quelque chose
quelque chose de très innovant. Ou nous sommes dans une phase de ramp-up, c'est-à-dire on déploie plus largement ce qu'on vient de développer dans des marchés géographiques ou d'autres segments marchés, etc. Eh ben, nous faisons face à l'incertitude. C'est-à-dire que nous n'avons plus un projet ou une initiative qui est business as usual. Elle est incertaine, cette initiative. Et si dans cette situation, nous restons tout de même avec des solutions de waterfall, de gérer par waterfall et d'appliquer le critère net present value pour mesurer cette création de valeur, eh ben, on se trouve dans une difficulté. Hein, parce que si je considère mon NPV optimiste dans une situation où je suis incertain ce que va faire, ce que va produire mon produit comme retour, donc peut-être un retour optimiste ou un retour pessimiste, je ne sais pas trop, je suis incertain. Cette topologie indique justement cette incertitude. Et bien, si je calcule un NPV pour mon parcours optimiste, oui, probablement mon NPV va être positif. Je m'attends à ce qu'il y aura création de valeur, mais malheureusement, dans l'autre cas de figure qui est tout à fait imaginable, tel qu'exprimé dans cette topologie, eh ben, la NPV pessimiste va être négatif. Je vais détruire de la valeur si j'investis. C'est là, justement, on peut conclure qu'on est dans une situation incertaine et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire si on reste avec ces considérations. Et on peut se demander, mais est-ce que j'ai envie de jouer, d'investir quand même, de parier sur ce parcours et voilà, en prenant le risque que ça peut être l'autre? Non, on ne peut pas faire ça, c'est trop risqué. Hein. Ce n'est pas notre rôle de prendre autant de risques pour face à nos investisseurs. Alors que je fais le contraire, je ne fais rien. Non, non plus. Hein. Je ne peux pas dire, oh là là, puisque j'ai peur que je peux perdre de l'argent, je vais jamais me lancer dans les opportunités. Non, je peux faire ça. Parce que si je fais ça systématiquement, clairement, je vais rater des opportunités et mon avenir, l'avenir de mon entreprise est compromis. Donc, quelle est la solution pour faire face à cette incertitude? Eh bien, vous, les agilistes, vous connaissez justement la réponse. Hein. La réponse est l'agilité. Et elle est magnifiquement illustrée par cette proverbe qui dit ne testez jamais la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans une situation où vous voulez traverser cette rivière, votre objectif, c'est d'arriver à l'autre bout parce que c'est là, il y a quelque chose d'attractif qui vous attend. OK, c'est votre initiative de vouloir traverser, mais quelle est au juste la profondeur de cette rivière? Donc, est-ce que vous allez y aller avec les deux pieds directement? Non, parce que si c'est trop profond, vous allez vous faire emporter par le courant. Donc, c'est trop risqué. Hein. Vous n'avez pas envie de faire du gambling. Hein. Vous n'allez pas tout de suite vous lancer. Est-ce que vous ne voulez pas y aller pour cette raison? Non, parce que d'un autre côté, il y a quelque chose d'attractif. Donc, l'approche qui convient, c'est en fait de progresser pas à pas, de rester de mettre un pied dans l'eau et d'avancer avec l'autre. Et cet progrès nous permet d'apprendre si la prochaine étape est faisable ou pas. Est-ce que c'est trop profond ou pas? Si c'est pas trop profond, on peut continuer. Si c'est trop profond, eh ben, on va se retirer et percher notre chemin. On va s'adapter. Donc, en fait, s'il y a incertitude, l'agilité est la solution. Et cette agilité consiste justement dans ces itérations, où chaque fois, on fait un petit progrès. Et ce petit progrès, il est justement fait pour découvrir quelque chose, la profondeur d'eau ou que sais-je, ce qui est incertain. Donc, le progrès est fait, il est conçu en quelque sorte pour permettre la découverte, pour permettre la découverte de quelque chose qui était préalablement incertain. Et c'est grâce à cet apprentissage, grâce à cette découverte qu'on va s'adapter, on va pouvoir s'adapter. Cette adaptation se fait de manière informée, informée par la découverte. Donc, j'ai fait mon pas dans l'eau, j'ai découvert que ce n'est pas trop profond, alors je vais y aller. Mais si je découvre que l'eau est trop profonde, eh ben, je vais m'adapter, je vais reculer et chercher un autre chemin. Donc, adaptation en connaissance des causes,
justement grâce aux découvertes que j'ai faites, euh, et ces découvertes étaient faites grâce au progrès, et les progrès étaient conçus de façon à justement permettre ces découvertes. Voilà ce qui est au cœur de la vérité. Et ce qui est déjà appréciable là-dedans, c'est que vous voyez que ça diminue énormément les risques hein, par rapport à se lancer plein pot. Et cette façon de progresser, de façon à pouvoir aboutir à une découverte, qui permet ensuite de naviguer cette incertitude en connaissance de cause, de s'adapter. Et bien, ça, en fait, a son équivalent au niveau financier. C'est une option. Chaque étape est en fait l'option sur l'étape suivante. C'est ce qu'on va découvrir un peu plus en détail. Alors justement, ça nous amène à comment est-ce qu'on conçoit une initiative agile en vue d'une évaluation financière. Et je vous présente ici une carrière que j'ai vécue lorsque je travaillais pour une grande entreprise IT qui a projeté justement la création d'un produit IT innovant. Et on commence en fait par la description de notre rêve. Tout à l'heure, je dis, voilà, les innovateurs, les initiateurs de cette initiative agile, ils ont la liberté d'exprimer leurs rêves. Pourquoi ils ont envie de ça? Pourquoi ils rêvent de cette innovation? Eh bien, parce que si tout se passe bien, on a un retour sur investissement optimiste qui est très attractif. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est financièrement, on met un chiffre là-dessus. De quoi on parle? Si tout se passe bien, on parle de quels revenus? Donc, quels sont les prix unitaires? Quels sont les volumes de vente? Quels sont les coûts bien maîtrisés, etc. Et, si on prend, et quelle est la durée de vente, etc. Et si on prend tout ça en compte, d'une perspective optimiste, on peut en fait décrire ce rêve d'un point de vue financier. Voilà, on commence avec ça. Mais puisqu'on a décrit ce rêve, on se rend bien sûr compte que cette rêve est atteignable sous forme de certaines réserve. Hein. On n'est pas certain si on va y arriver. On a fait des hypothèses, en fait, pour arriver à cette scénario optimiste. Donc, en même temps qu'on a décrit ce rêve, on s'est rendu compte aussi des incertitudes qu'on a pour aboutir à ce scénario optimiste. Et donc, l'idée est maintenant de procéder comme si on traverse la rivière, c'est-à-dire je cherche à chaque pas, je cherche en fait à identifier mes incertitudes. Et pour chaque incertitude, je cherche à m'imaginer une façon de progresser de façon à ce qu'à la fin de cette étape, j'aurai découvert ce qui était préalablement incertain. Donc voilà ce que nous avons fait dans ce projet IT innovant. On avait identifié comme première incertitude la faisabilité technique. C'est-à-dire, c'est un produit qui est vraiment très exigeant. On n'est pas certain d'être capable de le faire. Donc, et on a résolu, on s'est imaginé comment résoudre cette incertitude. Et ben, on s'est dit, on va essayer de créer un prototype. Donc voilà une étape qu'on doit prévoir. Hein. L'étape, vous la voyez ici en bleu, c'est une étape qui nécessite un investissement justement pour mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour tenter de créer ces prototypes. Et aujourd'hui, nous savons, enfin au départ de cette étape, nous ne savons pas du tout quel va être le résultat, mais nous sommes capables de décrire le résultat. Nous sommes capables de dire peut-être ça va être un succès ou peut-être ça va être pas faisable et auquel cas on va s'arrêter. Il y a aussi une notion de temps. On dit, voilà, ça nécessite une année, par exemple, pour le créer. Donc, voilà, c'est une description assez commode. Tout le monde sait discuter autour de ça. Euh, et voilà, donc décrire cette étape est assez rapide. Et pareil pour la suite. Hein. Donc, la deuxième incertitude était, mais est-ce qu'au juste le marché qu'on vise, c'était en fait les États-Unis, on a dit, mais est-ce que aux États-Unis, notre produit va être bien accueilli en principe? Donc, on se dit, très bien, on va en fait investiguer cette question en montrant le prototype à des prospects. Donc, cette étape agile, cette PI,
si vous voulez, si vous utilisez le terme safe, ben, elle nécessite aussi un investissement qui met à disposition les ressources nécessaires à cette activité. Il y a une durée. On peut décrire aussi les possibles issues. Ici, à nouveau, on a juste deux, soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, on va bien sûr s'arrêter. Et on avait encore une troisième incertitude, c'était en fait le succès commercial. Vraiment, financièrement, est-ce que, une fois qu'on aura créé un produit, est-ce que, quel va être le niveau de vente? Et là, on avait donc imaginé une autre étape qui nécessite un grand investissement parce que à la fois il s'agissait de faire le R&D pour développer la version 1 de ce produit, mais aussi pour faire des préventes qui justement étaient conçues pour, à la fin de cette étape, nous donner un aperçu des ventes, des ventes de ce produit. Donc peut-être, voilà, et vous voyez, l'incertitude est exprimée, peut-être c'est très fort ou un peu moins fort comme succès de vente. Voilà nos différents étapes dont on dispose. Et finalement, il s'agit juste de les assembler. Et assembler ces étapes, ces PI, et cet assemblage est en fait expression de notre adaptation. Parce que vous voyez bien que si je fais un parcours de ces étapes, si jamais j'ai investi dans la première étape qui concerne le prototype, je peux à la fin observer, donc apprendre, découvrir si ça passe ou si ça casse. Et si ça passe, eh ben, j'ai la capacité de m'adapter et l'adaptation consiste à dire, je vais, si ça passe, investir dans l'étape suivante, et si ça casse, je vais m'arrêter. Donc, vous voyez, il y a l'adaptation qui est exprimée magnifiquement ici. Elle est tout à fait explicite. Un mot sur sur les stratégies d'assemblage de ces arbres. En fait, il y a deux stratégies. La première, c'est fail cheap, c'est-à-dire on préfère parcourir les étapes d'abord qui ont une faible probabilité de succès et ou des étapes qui ont d'abord un faible niveau, pardon, fail cheap, c'est un faible niveau d'investissement d'abord, et fail fast, c'est un faible niveau de probabilité de succès d'abord. Okay. Voilà les idées de comment on assemble un arbre. Et dans notre cas, on était conscient que pour arriver vraiment à notre rêve, il fallait encore pousser le produit plus loin vers une version 2, ce qui est exprimé ici, ce qui a nécessité encore une fois un grand investissement euh, pour y arriver. Voilà notre description de notre initiative agile. Euh, elle a la beauté d'être assez intuitif. On est très attaché à la réalité de notre projet. On a bien dit quelles sont les incertitudes, quelles sont les étapes de progrès qu'on va entreprendre pour résoudre ces incertitudes. Et grâce à ces découvertes, on va naviguer avec agilité, on va s'adapter. Voilà, donc on a tout représenté. Et vous voyez, ce qui est maintenant remarquable, c'est qu'on décrit en fait, on utilise des éléments de description financière qui sont très connus déjà de la description de la net present value. On parle des investissements, on parle de la durée, on parle des return on investments, et on parle nouvellement, par contre, aussi des probabilités pour des résultats. Voilà. Et voilà, sur cette base, on est maintenant capable d'effectuer, une fois qu'on a conçu notre initiative de cette manière, on est capable de l'évaluer financièrement. J'ai déjà esquissé tout à l'heure de quelle manière. En fait, on peut constater que chaque étape ici, chaque PI est en fait une option sur l'étape suivante. OK? Donc, nous sommes en fait capables de décrire financièrement chaque PI comme une option. On appelle ça une option réelle parce que c'est un projet réel. Et ce qui est particulier avec cette évaluation, c'est qu'elle est tout à fait un calcul de création de valeur attendue.
au même titre que la NPV. Le résultat est numériquement également en euros ou en dollars, et le résultat est parfaitement comparable avec un résultat d'un calcul de NPV dans sa typologie, hein. Les deux sont parfaitement des calculs des créations de valeur attendues. Et ce que nous calculons précisément ici, c'est pour chaque étape, si j'investis dans une étape, je reçois une option sur la suite. Quelle est la création de valeur attendue d'une telle option sur la suite et, in fine, une option sur le succès? Eh bien, ces calculs ne se fait pas par actualisation ou réplication ou actualisation ou discounting. Ça se fait par des méthodes de réplication financièrement. Mais conceptuellement, ce qui est précieux là-dedans, c'est que nous partons d'une expression explicite de notre incertitude. Cette incertitude est explicitée justement par tous les branchements qu'on a ici. Chaque branchement est l'expression explicite de notre incertitude. Nous avons une représentation de l'agilité, comme on a vu, hein. On progresse, on apprend et on s'adapte. Et ceci diminue les risques. Vous avez bien vu que je m'adapte et le prochain investissement a seulement lieu si c'est justifié par ce qu'on vient d'apprendre préalablement. Donc, vous voyez que les grands investissements ici ont seulement lieu lorsqu'on est rassuré que les conditions sont réunies pour le justifier. Donc, c'est très bien. On aime bien associer les grands investissements à des faibles risques. Donc, vous voyez, fantastique. Donc, cette agilité nous diminue en fait les risques. Et donc, ce qui est donc précieux, c'est que cette évaluation, elle prend en compte les risques spécifiques à notre initiative agile. Et si je fais les calculs, vous voyez les résultats sous forme de chiffres rouges sur les briques, mais ce sont des valeurs en fait positives, hein. Donc, si je fais les calculs, je trouve que mon projet au départ a une valeur nette d'options réelles de 11, c'est-à-dire c'est net de l'investissement de 10. C'est-à-dire, autrement dit, si j'investis 10 pour parcourir le prochain PI, je reçois la valeur d'une option réelle qui est de 21,1 moins l'investissement de 10. Donc, la valeur nette de mon option réelle, c'est 11,1 plus 11,1. C'est ce que vous voyez là sur la brique. Okay. Donc, vous voyez en fait ici indiqué que la création de valeur attendue est positive, donc il est en fait raisonnable de lancer, mais de ne pas de lancer tout. Lancer juste la prochaine étape. Pourquoi on ne lance pas tout? Parce que justement, on est incertain. On va d'abord devoir découvrir ce qui était incertain. Est-ce que le prototype est faisable? Si c'est oui, alors on va pouvoir continuer. Voilà. Donc les investissements suivants sont ouverts. On verra plus tard, suite à notre apprentissage. Voilà. Donc c'est ça la grande différence par rapport à la net present value. Si jamais on applique les calculs de net present value sur une telle situation, eh ben, donc ce qu'on fait, c'est en fait, on exprime une rigidité, c'est-à-dire j'ai des retours d'investissement qui sont tout à fait incertains, un retour incertain. Voilà, les retours incertains. Mais puisque je suis rigide, je prévois que je suis committé de faire tous les investissements, hein. Et si je fais ça, j'obtiens un NPV négatif, fortement négatif. Donc, si jamais j'avais appliqué un calcul de NPV sur une telle situation agile, incertaine, même virée agile, j'aurais complètement rejeté dès le départ cette initiative. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la réalité est précieuse. D'abord, nous avons vu que créer ces arborescences, créer cette business case, c'est très rapide. On est capable de saisir des opportunités, on est capable de décider très rapidement si ça vaut la peine de commencer. Donc, euh, on, on- on évite des coûts de non-décision. Je suppose que vous vous reconnaissez probablement dans vos entreprises dans justement cette situation.
Évidemment, il y a cette pilotage financier dont on a parlé, on réduit les risques d'investissement et on optimise les valeurs, par exemple en disant, voilà, fail fast, fail cheap, etc. Et aussi, remarquer qu'il y a aussi une véritable culture d'innovation, parce que les risques personnels sont faibles, ici, dans la mesure où dès le départ, je montre au CFO, à notre sponsor, je montre dès le départ cette arborescence. Et je déclare tout à fait que suite à l'apprentissage, on peut peut-être conclure, on peut apprendre qu'il vaut mieux s'arrêter. Donc, s'arrêter n'est plus signe d'échec, mais c'est signe d'apprentissage. D'accord? Et aussi, ce qui est très, très important, c'est que nous avons fait justice, en fait, à l'innovateur, parce que nous avons représenté le rêve. Il n'est pas négligé, on était libre de l'exprimer. Donc, fantastique. Du coup, si maintenant on conclut que ça vaut la peine d'y aller, on peut y aller. Mais si on conclut, non, il ne faut pas la peine d'y aller, eh ben, on est capable, sans regret, de se désister. Et là, j'aime bien citer Steve Jobs qui disait focus. Vous avez peut-être vu son speech à ce sujet où il disait il est encore plus fier de sa capacité de dire non, même si ça paraît une bonne idée, justement parce que voilà, il faut savoir sur quoi miser. Et en fait, avec une telle représentation, on est tout à fait capable aussi se délister sans regret parce qu'on a représenté le rêve. Voilà, vous voyez donc, nous sommes capables d'évaluer financièrement la création de valeur attendue et donc, au même titre qu'avec des projets business as usual qui sont évalués avec la Net Present Value, on est capable de décider, ou précisément, dans une première étape, on va d'abord décider sur l'acceptation ou pas des projets. Voilà, je vous montre ici notre projet un peu similaire des startups. Mais dans un deuxième temps, on va s'intéresser, est-ce que dans quelle phase se trouve le projet? Donc, au départ, ce projet se trouve ici au départ dans une situation d'exploration où j'ai fait face à plein d'incertitudes. Quel est le problème que je cherche à résoudre avec mon produit? Quelle est la value proposition, etc., etc. Une fois que tout ça c'est fait et le produit est développé, je me trouve dans une deuxième phase de cycle de vie, le ramp-up. C'est là où je mets mon produit sur le marché et je veux voir jusqu'à quel point je peux adresser des marchés, peut-être seulement 100 clients. Je vais essayer d'avoir les premiers 100 clients, peut-être ça ne marche pas, mais si ça marche, je vais aller plus loin, peut-être je trouve les premiers 1000 clients, si ça ne marche pas, je reste avec les 100, mais si ça marche, ben, j'ai 1000, je vais encore pousser plus loin pour voir si je peux avoir 10 000, si ça ne marche pas, je reste avec les 1000 clients, ou sinon je opère les 10 000. Et une fois que cette phase de ramp-up est parcourue, je suis en fait ici dans des eaux plus calmes, représentées par un parcours linéaire. Et c'est là où on est maintenant dans la phase d'exploitation, c'est ce qu'on a discuté initialement. Et c'est ici où le calcul de net present value s'applique et une méthode waterfall. Parce que vous avez vu aussi que dans les phases d'exploration et dans les phases de ramp-up, nous avons en fait besoin d'écrire notre incertitude et de la gérer. Et donc, et donc, on est en mode agile ici, agile, et on est en mode real options, options réelles. Donc, pour finir, ce que ceci permet, c'est de gérer des portefeuilles distincts, des projets selon leur cycle de vie. Si le projet se trouve dans le cycle de vie d'exploration, on le met dans un autre portefeuille que ramp-up et exploitation. Et en fait, la décision sur le financement se fait à un niveau portefeuille, le portfolio management. On utilise pour ça le critère de Greatest Shortest Job First et on allouerait d'une manière très agile une enveloppe budgétaire qui est disponible à chaque checkpoint. Voilà, je suis dans les temps d'utiliser ce que je voulais vous indiquer et je voudrais terminer par le fait qu'il existe donc un outil qui met tout ça en place, c'est justement l'outil de Strategic Finance. Nous sommes donc contributeurs de SAFE et cette software permet justement d'implémenter ce qu'on vient de voir. C'est une software qui est 100% compatible avec SAFE, avec Lean Startup ou Discover Driven Growth. Et c'est rétrocompatible financièrement avec des anciennes méthodes d'évaluation financière. Donc, c'est parfaitement
compréhensible pour votre CFO. Donc, contactez-nous pour une démo de ce software. Donc, à welcome@strategicfinance.eu ou vous passez par notre site web strategic-finance.eu. Voilà, on est dans les temps. Je vous remercie pour Parfait. votre attention et je reste disponible maintenant pour des questions. Merci, Klaus. Si tu peux me montrer le QR code, comme ça les participants pourront. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et instructive. Si en plus on peut avoir les CFO dans notre poche, on aura progressé. Donc, Voilà. si on regarde les questions pour le moment, j'ai pas de questions. Donc, les participants, je sais pas s'ils ont un point qu'ils voudraient partager. Yanis a levé la main, je crois, tout à l'heure. Comment? Je crois que c'est un participant, Yanis, je crois, il a levé la main. Ah, Ah, là, il y euh, a deux qui partent, déjà. je sais pas. La question, en fait, tout à l'heure qu'on discutait, hein, c'est vrai que on a la propension à avoir des présentations sur lesquelles on a des business case super intéressants ou des économies super intéressantes. Là, par ta présentation-là, ce que toi, tu as tendance à mettre en avant, c'est ouais, mais quelles sont les hypothèses et est-ce qu'on peut le découper par phase? En gros, c'est le découpage par phase au sein de la gestion de portefeuille qui est vraiment importante et qui fait la différence, c'est ça? En fait, le découpage par phase permet et en fait d'abord une représentation de notre démarche agile. Mm. J'ai présenté ça à Dean Leffingwell de Scaled Agile, le fondateur de Scaled Agile. Et en fait, il a dit, mais une PI, c'est une option. Et c'est exactement ça. En fait, le point de départ, c'est que les choses sont incertaines. Puisque c'est incertain, on prend une approche agile. L'approche agile, en fait, a la particularité de progresser pour découvrir, pour s'adapter. Et si on conçoit ces projets de cette manière, on est parfaitement équipé pour aboutir à une évaluation financière. Et cette évaluation financière s'appelle une option. En fait, les gens doivent se rendre compte, c'est que s'ils ils investissent dans la prochaine étape agile, dans le prochain PI, ce qu'ils reçoivent comme création de valeur attendue, c'est la valeur d'une option sur la suite. Mm. Et voilà comme du coup on est capable de gérer, de piloter, de décider de commencer, de arrêter, de pivoter, et au sein du portefeuille, de prioriser et de dire voilà, quel est mon latest shortest job first, hein, financièrement, hein, pour dire ensuite, voilà, au sein du portefeuille, voilà ce que je priorise pour me donner, pour les financements, parce que j'ai certainement plus d'idées, euh, plus de projets que de budget disponible. Donc, il faut que je décale, je retarde certaines et que je donne priorité à d'autres. Donc, Mm. voilà, on peut faire tout ça. Donc, donc voilà, c'est très cohérent. D'accord. Après, je challenge un peu l'idée, hein. Bien Là où sûr. le bas blesse toujours, c'est l'évaluation finalement de la valeur qui aura été réellement acquise par le PI. Donc, est-ce que les gens sont trop amoureux de leur plan dans leur globalité qui font que ils vont pouvoir dire si, si, ça rapporte telle valeur, en fait, parce que derrière, je ne peux l'évaluer que par moi-même, en fait. La question, c'est est-ce qu'on arrive toujours à évaluer de manière neutre cette valeur du PI en cours, quoi. Mm. Alors en fait, ça relève, oui, c'est une excellente question. En fait, ce qui se passe, c'est comme chaque business case, que ce soit NPV ou que ce soit sous forme d'une arborescence qui exprime les options. En fait, garbage in, garbage out. On doit quand même exprimer ces estimations. Et comme d'habitude, on va devoir dire, voilà, quels sont les investissements, quelles sont les durées, quels sont les retours sur investissement, il va y avoir aussi des probabilités. Donc tout ça, c'est en fait un cadre pour exprimer ça. Mais la beauté est maintenant que je suis plus tenu à dire, voilà, je prétends que ça va être ça, et évidemment, dans la réalité, ce n'est jamais le cas. Non, nous sommes en train de décrire que ça peut être autre chose. Hmm. Et justement, puisque ça peut être autre chose, nous naviguons en fonction. C'est-à-dire, si par exemple, je ne sais pas encore au départ du projet ce que mes efforts de pre-sales vont donner comme observation.
Donc, j'exprime cette incertitude. Ouais, Voilà. ok. Et justement, je dis, mais seulement si à ce moment-là, je constate que ça vaut la peine, eh ben, je vais continuer avec la version 2. Donc, tu vois, on change la dynamique. Ouais, On dit pas, je vais a priori promettre la Lune et finalement, ça n'arrive jamais. Je dis, non, au contraire, je vais exprimer que je ne suis pas certain. Je ne peux pas promettre la Lune. Je peux seulement décrire ce qui pourrait se passer. Et ce pourrait, eh ben, chaque fois, je vais m'adapter. Donc, je vais faire quelque chose d'optimal. Est-ce que les chiffres sont certains? Non, mais c'est pas grave. Je peux exprimer chaque fois mon incertitude et distinguer ces scénarios d'incertitude et certitude et la naviguer. Pour chaque fois, faire ce qui convient. et le calcul du NRO, en fait, Yeah. donc c'est l'option réelle, donc c'est la valeur de l'option réelle, Oui. c'est Euh, euh, c'est le coût, c'est l'investissement, et ou non, c'est euh, la valeur qu'on espère avoir à l'issue de cette phase. alors, c'est en fait, voilà, cette phase me donne en fait l'option sur la suite, sur la suite, sur la suite. C'est-à-dire, cette première étape ici est une option sur la suite. Et la suite contient des retours sur investissement. Et elle contient, pardon, pas celui-là, celui-là. Mais elle contient aussi un niveau des risques tel que exprimé par ces branchements. Et il contient aussi l'agilité, c'est-à-dire d'investir ou pas investir. Donc, ça diminue les risques. Donc, tout ça est pris en compte dans ces calculs. Et les calculs fonctionnent donc avec des risques qui sont spécifiques à cette situation. Donc, on ne fonctionne pas du tout avec l'actualisation telle que c'est utilisé dans le calcul de la net present value. On fonctionne avec une technique financière qui s'appelle la réplication. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'à la fin, on reçoit ça. On reçoit une création de valeur attendue. Ce qui est exactement la même chose qu'une NPV, mais c'est adapté à la situation d'une option. Donc, avec une expression explicite d'incertitude, représentation de la réalité et calcul des risques spécifiques. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. On raffiche une dernière fois le QR code, comme ça, si les derniers n'ont pas eu le temps de le saisir, il est là. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, toujours pas. Hum, si si c'est bon pour tout le monde, donc je regarde le timing, 12h10, on est pile poil dans les temps. Donc, bah, merci en tout cas beaucoup, Klaus. C'était très intéressant et ça mérite vraiment en réflexion de propager cette idée et le fait d'aller plus loin sur cette idée-là, parce que c'est vrai que les gestions de portefeuille qui promettent la Lune, on en a tous vu. Oui, Et pour autant, il faut bien de la gestion de portefeuille, parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut choisir entre ce qu'on voudrait faire et notre capacité réelle à faire, quoi. Donc, exact. Et c'est pour ça aussi que SAFE est très intéressé, parce qu'en fait, dans le Lean Portfolio Management, il est appréciable, en fait, d'avoir un critère financier pour faire la priorisation, donc quelque chose d'objectif, mais tout en intégrant, voilà, tout ce qu'on a dit, donc les aspects d'incertitude, d'agilité et des risques. Et donc, on fait quelque chose qui est tout à fait sensé. Hein. C'est pas, voilà, j'estime que tel projet vaut mieux que l'autre. Non, on était capable, en fait, de l'aborder d'une perspective financière adéquate. hmm, très bien. Donc, merci Voilà. beaucoup, Klaus, et Avec plaisir, à une prochaine Laurent et tout le occasion. monde. Exactement, voilà, au plaisir. Allez, à bientôt alors. Ouais, merci. Merci, au revoir. Au revoir.